formidable réduction de l'espace et du temps de communication, mais elle n'a pas gommé la diversité culturelle. À ceux qui, dans l'humanitaire, dans l'entreprise, dans les organisations internationales, sont amenés à travailler ou à vivre dans des cultures qui ne sont pas les leurs, ce livre apporte une réflexion sur la différence, les malentendus culturels, l'enjeu de l'identification de terrains d'entente. Il propose à ces professionnels un réflexe de questionnement de la culture de l'autre. A-t-il la même conception du temps, de l'action, de la richesse, de la hiérarchie, du lien à l'environnement naturel? Parlons-nous le même langage? Toute communication n'est-elle que verbale? Ces propos m'ont énormément plu. J'ai eu la chance de découvrir ce livre et ensuite j'ai adressé aux auteurs qui sont ici un court mail dans lequel je faisais état de mon admiration pour le travail effectué, ce qui m'a permis de les connaître et de pouvoir tirer parti de la richesse intellectuelle humaine de Michel et de Martin. Michel et Martin ont créé ensemble, à partir de 2006, un institut que vous connaissez, qui est l'Institut de recherche et débat sur la gouvernance, un lieu important. Ils ont également beaucoup enseigné ensemble. Nous nous enorgueillissons d'avoir leur présence à Dauphine, c'est pour nous très important. Et surtout, vous avez recueilli un matériau empirique remarquable au travers de missions internationales d'études et de conseils. Le livre que nous allons célébrer ce soir et qui va donner lieu en fait à notre échange est pour moi en fait dans la continuité de ce travail remarquable. Et ce livre qui s'appelle L'intelligence interculturelle, vous aurez l'occasion de le développer avec nous, est vraiment en fait continuité des questions qui sont les vôtres. En tant que professeur, en tant que consultant aujourd'hui, mais aussi en tant qu'ancien DRH, les questions que vous posez me semblent de profonde actualité. Quelles sont les variations culturelles qui sont plutôt spécifiques à une culture? Et quelles sont celles qui apparaissent comme universelles? Quels sont les filtres? Quels sont les écrans cognitifs, évaluatifs, affectifs, qui bloquent les capacités d'ouverture à l'autre? Peut-on les surmonter chez chacun des interlocuteurs? Qu'est-ce que la coopération dans les univers de travail? Quand par exemple la population française vieillit et que le terme de senior n'est pas forcément un qualificatif élogieux. Est-ce la faute à la culture? Quelle est la place de la culture dans nos raisonnements? Le livre que vous avez écrit, pour moi, je le redis, et je sais que Jean-François, avec qui j'ai eu le plaisir de vous proposer une postface de partage, c'est un tour de force anthropologique, le transfert de technologie, qui ne prennent pas toujours en compte les réalités locales, les réalités autochtones, et qui ont parfois tendance à plaquer des modèles qui sont supposés invariants et universels. Alors nous savons, grâce à vous, Martin, Michel, que tout acte de gestion est situé culturellement et que toute décision en management devrait partir d'une tentative de compréhension culturelle. Le pari de votre ouvrage nous apparaît double et particulièrement important. C'est pour nous d'abord le pari d'une posture réflexive. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Mon propre comportement peut-il s'analyser? Et comment? Qu'est-ce qui a pu clocher dans la rencontre avec l'autre? C'est ensuite, de mon point de vue, le pari d'une posture projective. Comment pourrions-nous faire autrement? Les autres vont-ils me suivre? Comment développer de nouvelles capacités cognitives et relationnelles pour déployer dans une organisation les acteurs relais et la diffusion des innovations? En lisant ce livre, j'ai été absolument convaincu qu'il me sera utile pour de longues semaines, de longs mois, en différentes situations. Je pense aux situations d'expatriation, je pense aux situations d'accueil des étrangers, je pense aussi au fonctionnement des communautés de pratique, des diasporas, des réseaux qui peuvent fonder une université d'entreprise ou de marque dans une organisation. Et puis, votre travail nous invite aussi, et ça j'ai trouvé ça particulièrement remarquable, à questionner en fait les réseaux de confiance au sein d'équipes déspatialisées. Dans notre société, où nous avons parfois tendance à rencontrer les personnes de moins en moins fréquemment, comment créer de la confiance avec quelqu'un que je vois peu ou je ne vois pas? Et donc, en lisant ce livre, vous verrez qu'il y a des réponses formidables autour des questions et des enjeux de numérisation et de transmission de cours de main et de bonnes pratiques, de filiale à filiale, d'entité à entité. Et puis, il y a également un domaine que vous connaissez bien et que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est le domaine des organisations humanitaires qui fonctionnent de plus en plus dans des systèmes d'intelligence collective avec une mobilité géographique de plus en plus intense, et vous nous donnez des réponses sur les modalités d'autorité et de coopération. Clifford Geertz, célèbre anthropologue américain, écrivait que la culture
culture n'est pas un simple ornement de l'esprit humain, de l'existence humaine. Et la principale base de sa spécificité, elle se situe entre les circonstances économiques qui déterminent l'action et l'ordre symbolique qui éclaire la génie. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre ouvrage, et j'ai eu l'occasion de vous le dire de nombreuses fois, c'est que vous n'opposez pas culture et identité. Vous considérez comme absolument essentiel de marier ces deux notions. Et donc, pour vous remercier infiniment et vous le dire, votre approche m'apparaît une approche tout d'abord subjectiviste. C'est-à-dire que pour vous, on ne rencontre jamais une culture, on rencontre une personne. Ça, je crois que c'est quelque chose qui, pour nous, est une réalité importante à prendre en compte. La deuxième qualité de votre approche, il me semble qu'elle est situationnelle. Votre approche implique de reconnaître qu'il y a toujours au moins deux acteurs en présence, moi et autrui, et non jamais un seul, l'étranger. La troisième caractéristique de votre approche, qui m'a énormément appris, c'est qu'elle est interactionniste. C'est-à-dire qu'en permanence, vous montrez qu'un sujet, héritant d'une culture, porteur d'une culture, sujet d'une culture, est quelqu'un qui va sans arrêt faire varier les registres de communication selon les scènes. Alors ce gros mot intelligence interculturelle, c'est simple, c'est à la fois une posture et une méthode. La posture, c'est une posture de distanciation, consistant à éviter de monter au créneau dès lors qu'un voisin, un groupe social, un collègue, originaire d'une culture différente de la nôtre, se comporte ou raisonne d'une façon qui nous choque ou qui nous déconcerte. Et notre réaction spontanée, généralement, c'est de nous énerver, on n'a rien compris. Donc je crois que c'est important de faire crédit à ces personnes, a priori, d'avoir peut-être, pas toujours, mais des raisons que notre raison ignore et d'aller gratter un petit peu derrière les apparences. Quand je dis faire crédit, essayer de comprendre plutôt que juger, je ne suis pas dans la morale, je suis plutôt dans une recherche de pertinence dans le travail, d'efficacité. Je crois qu'on a tous vu, et nous nous sommes comportés nous-mêmes, en tout cas moi, trop souvent des gens qui raisonnent vis-à-vis de la culture de l'autre, ou des éléphants dans un magasin de porcelaine qui débarquent ici ou là avec leur type de certitude, de sac à dos d'évidence, de savoir. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, c'est pas du tout une question de morale béate, c'est une question d'efficacité, une question plus généralement d'organisation de vivre ensemble. Dans les gouvernements soutenus, c'est bien un petit peu ça aussi la gouvernance. Et puis, c'est une méthode, c'est ce qui est un petit peu expliqué dans ce livre que nous avons voulu, Martin et moi, présenter de la façon la plus claire possible dans le livre, qui a, disons, trois ingrédients. Le premier, c'est la prise de recul, la distanciation par rapport à nos évidences, à nos savoirs, par rapport au sens des mots, par rapport au contexte de précarité, d'histoire personnelle de nos interlocuteurs qui peuvent expliquer beaucoup de leur comportement et qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs à la culture. Tout n'est pas culture, on le dira tout à l'heure, je pense. Ensuite, se poser des questions, beaucoup de questions, énormément de questions. Il faut qu'on vous avoue quand même que dans le livre, on vous a lancé un step, mais qu'il y a 140 questions. Donc c'est vrai qu'on est comme partisans de questions assez diversifiées. Des questions sur les représentations que nos partenaires, nos interlocuteurs peuvent avoir de notions, de réalités qui nous paraissent universelles, évidentes, à discuter, et derrière lesquelles les uns et les autres mettent des sens en fait très très différents. Je crois qu'on a parlé avec Philippe de mobilité tout à l'heure. Quand on change de pays, d'affectation, quand on travaille dans une grande organisation internationale, ou dans une ONG, ou dans une entreprise multinationale, quand on est amené à changer de pays tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou même peut-être tous les 6 mois, ou bien en France, quand on travaille dans le secteur sanitaire et social, ou dans le secteur de l'éducation, avec des gens qui sont d'origine géographique ou culturelle très très différentes, il est complètement illusoire de s'imaginer qu'on puisse connaître la culture de l'autre. Je pense qu'on peut se poser des questions sur justement ces représentations qu'on va faire tout à l'heure, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis enfin, le troisième stade, qui à notre sens est important, c'est le so what. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça suffit de prendre des distances, de se poser des questions? Comment on fait après pour organiser le travail avec les autres dans un milieu multiculturel? Et nous avons pas mal travaillé cette notion avec Martin, mais aussi avec des collègues de l'ONG comme Médecins du Monde,
sur l'idée qu'il y a peut-être une négociation socio-culturelle à promouvoir, consistant à se dire comment est-ce que sans impliquer ma propre culture, je peux travailler avec d'autres, comment est-ce que je peux passer d'une culture du ou, c'est ta culture ou la mienne, tes méthodes la mienne, ta manière de raisonner ou la mienne, à une culture du et. Nous sommes ensemble, que nous nous soyons choisis ou non, et nous devons trouver, quand nous pouvons trouver des repères communs pour travailler ensemble. Ainsi que compléter. Oui, Michel, c'est vraiment la méthode, c'est vraiment partir de thèmes qui sont des thèmes assez évidents, on va y revenir tout à l'heure, le rapport au temps, le rapport à l'espace, etc. Et à chaque fois, faire la démarche systématique de quel élément du contexte me permet de penser cette question-là, qu'est-ce qu'il y a comme élément de représentation lié au temps, à l'espace, etc., qui peuvent m'aider à comprendre, et comment est-ce que je peux prendre en compte ça dans mon travail avec mon interlocuteur. Donc en fait, pour moi, c'est une façon de quitter sa curiosité, c'est-à-dire que on est curieux d'une personne dont on ressent qu'elle n'a pas la même posture que nous. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer des outils pour décrypter ce ressenti qu'il y a peut-être des différences dans la conception du temps, dans la conception de l'espace, etc. On propose une façon d'organiser le questionnement en disant on ne va pas répondre à toutes les questions, mais on va sur le temps, sur l'espace, il y a quand même une série de questions clés qui permettent essayer de mettre le doigt sur les ressentis qu'on peut avoir, sur les cartes qu'on peut avoir avec les interlocuteurs. Et on propose sur chaque thème, du coup, quelques exemples, quelques éléments typologiques qui permettent de comprendre différentes approches, les lignes de distinction, etc. Donc on n'est pas du tout dans une logique de recette sur le temps, soyez comme ça avec les Chinois, soyez comme ça avec les Américains, on est dans une logique de questionnement. Il y a des cultures civilisationnelles géographiques, il y a des cultures professionnelles, il y a des cultures qui sont liées à la situation sociale de la personne, le rapport au temps n'est pas du tout le même. On en a vu avec l'écart monde entre des catégories sociales différentes d'une population française. Donc on essaie de ne pas rester uniquement sur le géographique civilisationnel, même si ça prend une part importante. On essaie aussi de mettre en avant le fait qu'on n'est pas simplement les jouets ou les instruments de réflexes culturels qui nous dépassent. On joue de cette culture, on l'instrumentalise, on en fait une stratégie, on l'affirme, on la revendique, on la cache, etc. On en fait des prétextes. On n'est pas uniquement passif devant des réflexes, une structure culturelle qui nous dépasserait complètement. Là, je renvoie à Philippe Pierre et notamment à sa réflexion sur les stratégies identitaires, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup cette question de qu'est-ce qu'on fait de cette culture dont on a en partie conscience, on voit les différences qu'on a avec les autres en partie, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, un dernier point de vigilance qu'on essaie de mettre en avant dans le livre, qui n'est pas évident, c'est de dire que les cultures bougent très vite, que le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport de communication, c'est des choses qui évoluent très très vite avec les nouvelles technologies, la communication, etc. Des cultures qui ne sont pas figées, qui sont de plus en plus métissées. Donc on essaye de vraiment éviter la logique muséographique de classement des cultures et des réflexes. Et du coup, de faire attention à la littérature interculturelle qui est en partie, donc une partie ancienne, qui est à la fois passionnante, mais qui est devenue un peu hors contexte. Donc on essaie d'avoir cette vigilance-là aussi. Voilà pour la méthode un peu générale. Je vous donne un exemple de la manière dont on a essayé de se décaler un peu, d'ouvrir un peu par rapport à d'autres approches. On l'a évoqué tout à l'heure, le rapport à la maladie et à la mort, qui est un sujet qui nous a passionné, qu'on a travaillé par exemple avec Médecins du Monde, qui travaille beaucoup de manière qui développe une approche interculturelle sur ces sujets-là, et qui consistait à se dire finalement quelle place est-ce qu'on donne aux morts en France, au Brésil, au Sénégal, est-ce que les morts ont un rôle social dans nos sociétés ou pas? Comment est-ce qu'on célèbre les morts? Comment est-ce qu'on célèbre la mort, le moment de la mort, et comment est-ce qu'on célèbre ensuite les morts? Et en regardant ça, on a trouvé des exemples très, très beaux, très poétiques, très nombreux. Au Brésil, on boit le mort, on se rassemble autour du mort pour boire et inviter les gens pendant plusieurs jours, etc. À Madagascar, on retourne les morts régulièrement. On va les chercher dans la tombe et on les retourne, on les met dans d'autres tissus
pour qu'il n'ait pas froid, etc. Au Mexique, on fête les morts de manière très joyeuse avec des squelettes, etc. Et tout ça, ça nous apprend par exemple un rapport à la mort qui est très différent du rapport à la mort des Français, des Européens plus largement. Un rôle social des morts qui est très différent. Alors on peut se dire que c'est philosophique, parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Et en fait, en creusant, on voit que cette question de comment on célèbre les morts, comment on les enterre, etc., ça a un rôle crucial dans le milieu humanitaire quand on est face à des épidémies, quand on est face à des situations d'urgence et qu'il y a à traiter des morts nombreux, les enterrer, les mettre dans des body bags, etc. Comment est-ce qu'on fait quand on est confronté à des visions différentes de l'accompagnement de la mort? Comment est-ce qu'on s'y prend? Ça peut créer des incompréhensions et ça peut choquer énormément notre rapport à la mort. Vous faites pas gaffe avec vos morts, vous n'êtes pas assez respectueux des morts, etc. Et ça nous pose énormément de questions sur nous. Et à mon avis, c'est l'une des choses moi, qui m'intéresse le plus dans la démarche, c'est qu'en fait, en allant faire tout ce détour, on se rend compte d'un rapport à la mort qu'on ne s'était pas posé, on ne s'était pas interrogé là-dessus instinctivement. Et on retombe sur, effectivement, on s'est mis, nous, Français, à distance de la mort, on la cache, et donc on n'a plus. Il y a une phrase de Pascal Bozzi qui est belle qui dit on n'a plus peur des morts, des personnes qui sont mortes, on n'a plus vraiment de discours sur les morts, et on le remplace par un grand discours sur la mort. On a peur de la mort, on a un discours sur la mort, mais les morts n'ont plus de rôle social, ils sont ni protecteurs, ni dangereux, ils ne se situent pas géographiquement dans un espace pour éviter qu'ils nous. On essaie de les faire disparaître. C'est un exemple qui peut paraître philosophique, mais qui en fait dit beaucoup de choses sur un des rapports au monde très différents. L'autre exemple dont on a parlé aussi avec quelques-uns d'entre vous, de l'organisation d'une réunion. J'organise une réunion, j'ai 1 heure avec les partenaires asiatiques par exemple, pour discuter, négocier quelque chose. Ma tendance des Américains aussi, et d'autres, c'est d'ouvrir les dossiers en début de réunion. C'est de commencer très vite par le plus urgent. Je vais trouver avec des gens qui ont besoin d'un certain temps de reconnaissance humaine mutuelle avant d'aller dans le vif du sujet. Autrement dit, une conception d'urgence inversée. Commencer par l'essentiel d'un côté, terminer par le plus important de l'autre. Et combien d'erreurs ont été faites par des négociateurs, que certains d'entre vous ont vécu et nous l'ont dit, par des négociateurs avec les pays asiatiques notamment, puisque on veut imposer à l'autre une temporalité qui n'est pas la sienne et qui ne correspond pas, notamment d'ailleurs, à l'idée d'épouser la vague très commune en Chine, dans laquelle on dit le temps c'est quelque chose avec lequel on doit s'accommoder et on interviendra quand ce sera le bon moment, peut-être très vite, uniquement quand ce sera le bon moment. Mais ça montre bien quand même qu'il y a un respect de l'âge, un respect de l'autorité qui est très important dans un certain nombre de cultures et dont on ne tient pas compte. Combien d'erreurs avons-nous fait les uns et les autres? Martin et moi, on a connu ça en Chine, par exemple, quand on frontalement refuse, on a demandé de nos partenaires chinois de parler d'abord aux vieux avant de parler aux jeunes. Et qui ne regarde pas le jeune, qui regarde le vieux, et quand il a fini de parler, parce que le jeune a des choses plus intéressantes à dire, on commence à engager la conversation. Donc voilà, tout ça, ce sont des sujets qu'on a pu connaître dans notre expérience commune ou séparée dans le passé. Comment est-ce qu'on essaie de convaincre dans la prise de parole, dans le dialogue? Et là, on met en avant des enquêtes intéressantes de certains laboratoires qui regardent les discussions entre les Japonais, les Brésiliens, les Français, les Canadiens. Et comment est-ce que le regard, est-ce qu'on regarde l'autre beaucoup pour essayer de le convaincre? Est-ce que le regard, finalement, c'est beaucoup regarder, c'est une défiance, ou pas assez regarder, c'est une dissimulation? Comment est-ce qu'on utilise le regard pour convaincre? Et là, on a des choses assez intéressantes de voir. Au Japon, 13% du temps on regarde, au Brésil, 52% du temps on regarde, des choses qui sont intéressantes sur les différences de la durée du contact oculaire. Le silence. Quelle est la durée de silence à partir de laquelle on a l'impression d'avoir été interrompu? Et à l'inverse, quelle est la durée de silence à partir de laquelle on a l'impression qu'il y a un malaise, un blanc dans la conversation? Des choses très concrètes. Et là, on a parmi les champions du non-silence les Français, parmi les champions du silence les
japonais. Mais en fait, c'est ludique de le regarder comme ça, mais ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire accepter le silence dans une conversation, accepter le vide, sans que ce soit considéré comme un vide qui met mal à l'aise. Ce que ça veut dire que de mettre du vide dans du plein, accepter le silence, ça nous renvoie à des choses beaucoup plus philosophiques, profondes, sur la culture de l'un ou de l'autre. Son rapport au silence, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a à la fois des choses assez ludiques quand on réfléchit à la conversation, et puis il y a derrière ça la place de la parole implicite par rapport à l'explicite, l'acceptation de vie, etc. Donc ce thème de mode de communication, c'est assez, pour nous, à partir d'éléments concrets, on essaie de remonter en rapport au temps, à beaucoup d'autres éléments que simplement le fait de communiquer. Il n'y a pas de langage universel, diplomatique, et qu'il y a vraiment à prendre en compte ces différences-là. On le trouve dans l'armée. On a été amené avec Philippe à travailler un petit peu avec l'Institut des études de défense nationale qui ont mis l'interculturel parmi leurs préoccupations premières. Et on a fait venir un général, un séminaire de Sciences Po, de généraux même, qui disait comment, dans les opérations de maintien de la paix, l'armée travaille de plus en plus aujourd'hui avec des ONG pour essayer de décrypter un petit peu les problèmes culturels qui peuvent se poser, parce que ne pas connaître la culture de l'autre, même si difficile de la connaître, mais ne pas même avoir la moindre notion de la culture de l'autre, c'est avoir peur, et quand on a peur, on tire plus vite sur la cachette, donc c'est presque mécanique. Mon espoir sur ce livre par rapport au public, c'est qu'on soit sur que effectivement ça soit un outil pour des professionnels pour être de manière plus efficace, sans être dans une logique morale ou moralisatrice interculturelle, de réfléchir à si je me pose les bonnes questions, je peux être plus efficace. J'aimerais que ce soit pas uniquement un manuel professionnel, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être un peu à la croisée, et d'être aussi sur quelque chose qui, parce qu'on propose des exemples variés, on essaie de faire en sorte que ça puisse, les gens qui s'interrogent sur eux, c'est pas forcément des grands voyageurs, mais qui s'interrogent sur leurs réflexes, sur le temps, sur la mort, sur la santé, etc. Que ce soit un outil de curiosité, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, pas uniquement un manuel professionnel, c'est l'espoir. Alors ça sera plus facile de diffuser auprès des professionnels, mais notre espoir, c'est que ça puisse dépasser un peu ce cadre. C'est intéressant que tu reviennes sur ça, parce qu'on a quand même un public très varié et des professionnels parmi vous. Quand on a un particulier qui va à Montréal, c'est Pierre. Quand tu viens à un événement comme celui-ci, avec la présentation d'un ouvrage qui est l'intelligence interculturelle, qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, pour me présenter rapidement, je vis la formule anglaise à Kourou. Et je travaille encore, très longtemps, je travaille encore en Afrique, de l'Ouest, en Guinée, Sierra Leone, et en Turquie. Et donc, de mon expérience, j'ai aussi travaillé beaucoup sur le bassin méditerranéen, je me suis rendu compte que le fait de catégoriser les cultures par pays, c'était vraiment complètement grotesque. Et donc j'ai eu des échanges sur Internet avec Eva sur ce sujet-là, et donc je disais que non, on ne pouvait pas catégoriser, c'était vraiment, ça vient pas là, et je lui citais des exemples. J'ai un exemple très clair, c'est en Grèce. Je travaillais à l'époque, je négociais avec une société qui s'appelle Céréas, qui est une société de télécommunication d'opérateurs logistiques. Et donc mon interlocuteur s'appelait Stratos Boros, c'était grec. Et si on prenait la catégorisation culturelle habituelle des Grecs, on s'est désorganisé pour le Stratos, en fait, son épouse était une pharmacienne écossaise. Il avait étudié et il avait été un responsable important chez Vodafone à Londres. Et donc, en face de moi, à l'époque, je travaillais pour une société intervenante des immeubles de Dallas. Et en fait, mon Stratos nous donnait des leçons d'organisation pour structurer notre activité à Dallas. Je ne plaisante pas, vous voyez, là, je donnais aux descentes, je donnais l'idée, l'organisation à mettre en place pour l'équipement. Évidemment, ils sont corrompus, etc. Je n'ai jamais pu inviter Stratos pour
qui a quitté sa fierté, m'a invité dans une table à appel, une fois que l'on réussit. Donc, je soutiens complètement cette approche par l'expérience, à l'univers intellectuel, mais par l'expérience de subjectivité, de subjectivisme, en face de soi, un interlocuteur qui est unique, qui n'est pas le produit du pays, mais qui est un produit tout à fait discret, qui correspond à sa version personnelle. Donc ça, c'est pas une doctrine, qui ne vient pas de l'étude, etc. C'est l'expérience personnelle. Un exemple comme ça. La première réaction de l'intelligence de l'autre, ça a été qu'il faut absolument sortir d'une approche. Et en même temps, on voulait parler des adhérences culturelles. Il y a des sources, il y a une histoire, il y a des histoires nationales, il y a des mémoires collectives, il y a toute une série de choses qui, dans les cultures, font qu'on a des adhérences. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dans une logique totalement relativiste et pas être totalement culturaliste en plaçant par pays des profils. Et donc là, ça a été un combat dans l'écriture d'arriver à toujours prendre la distance et en même temps repérer des adhérences intéressantes, sans rentrer dans la catégorie. Et ça, toujours, c'est un des plus gros, c'est l'exercice le plus difficile, quel que soit le thème, d'arriver à être sur cet équilibre-là. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de quelle région ou quel pays on parle? De quelle catégorie socio-professionnelle on parle? On parle de jeunes, de vieux, de ruraux, d'urbains, d'hommes, de femmes. De quoi on parle? Donc des déclinaisons. Et, comme l'a très bien dit Martin tout à l'heure, décliner aussi tout ça par rapport à nous-mêmes, en n'oubliant pas que le défaut par l'autre nous apprend énormément de choses de nouveau. Je vais continuer un peu avec les publics. Franck est un communicateur. Qu'est-ce qu'un ouvrage comme celui-ci t'apporte en rapport à la communication des autres? Un outil puissant de questionnement. Je pense que la grande force d'un ouvrage comme celui-là, c'est de mettre clairement le focus sur l'importance du questionnement. En communication, c'est la première chose qu'on apprend. Bien communiquer, c'est savoir questionner. Savoir questionner, ça se joue à 3 niveaux. Questionner l'autre, se questionner soi-même et se laisser questionner. Et avec un ouvrage comme celui-ci, on a un formidable outil pour réaliser ce questionnement. Parce qu'on pourrait poser la question aux auteurs en disant c'est facile à enseigner. C'est pour ça qu'on enseigne partout. On a des outils directs, on peut mettre en œuvre, c'est direct. Comment on enseigne un outil comme l'intelligence artificielle? Peut-être en passant par cette étape du questionnement, mais en remettant au cœur du processus de découverte de l'état culturel, de questionnement possible. C'est un questionnaire. Donc finalement, c'est pas du tout un questionnaire. Et donc les résultats de la grille, c'est un petit peu ce qu'en fait chacun, c'est difficile à exprimer, dans son avant, pendant ou au retour d'une éventuelle expatriation. Quand en pleine expatriation, je me casse les os de la tête, comme disait Philippe, pour savoir pourquoi telle opération de développement, telle négociation a échoué, c'est pas mal d'avoir une liste de questions à se poser. Est-ce que j'ai pensé à tel et tel aspect du problème? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui a pu se passer? Donc c'est un petit peu chacun son utilisation de la grille. Et c'est pas, je pense qu'elle est plus utile pendant qu'avant. Et surtout après aussi. Parce que le grand drame de tout ça, c'est que entre ceux qui reviennent et ceux qui partent, il y a très rarement de tuilage. L'expérience des uns ne sert absolument pas aux autres. Dans beaucoup d'ONG, il y a très peu d'ONG qui savent organiser finalement la formation par ceux qui ont vécu telle et telle situation. Alors, évidemment, notre posture ici, c'est que la culture, c'est un univers de sens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pas une essence. C'est pas une essence, c'est des cadres symboliques dans lesquels qui font sens pour les gens en question. Mais évidemment, vous voyez bien que l'identité, ce n'est pas uniquement ça. L'identité, c'est comment les gens se définissent eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'en fait, ils se définissent eux-mêmes jamais tout seuls. C'est-à-dire qu'en fait, ils se définissent d'une certaine manière dans leur rapport aux autres. Et évidemment, ce que Philippe vient de dire, de leur rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, comme on le découvre, c'est aussi, on est dans ce rapport à l'autre.
mais en même temps on a son rapport à soi, et évidemment on est aussi pluriel en soi-même. C'est-à-dire qu'on est, je rappelle toujours cette phrase que j'aime beaucoup de Georges Devreux, quand on se définit plus que par un seul élément, on est proche d'être rien. Donc la dimension affective de l'interculturel, on est en discuté pensant que cette dimension est injectée pour peut-être rendre des choses tangibles sans forcément les rendre intelligibles. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé d'intelligence dans le sens comprendre, questionner l'autre. Et nous pensons qu'on ne peut pas dissocier ceci de la dimension affective où il est très important d'apprendre tout ce que l'autre, et à un moment donné, on est face à un être humain et on oublie tout ce qu'on a appris pour pouvoir capter ces choses-là qui sont de l'ordre de l'image. C'est un outil qui permet de passer des ressentis qu'on peut avoir à des éléments de décryptage intelligibles. Et donc peut-être, je pense qu'on a effectivement une démarche plutôt de rendre intelligible dans un raisonnement, avec des questions. Et donc on est effectivement la question de l'affect. On essaie de voir comment est-ce qu'on transforme les éléments d'affect en un raisonnement sur les questions qui se posent, etc. Donc ça nous renvoie effectivement à notre démarche, une manière dont on apprend ça, qui est assez rationnelle, assez basée sur l'intelligence. Les semblables ne sont pas améliorés par les semblables, mais plutôt empirent. Cette phrase supprimée. L'unité et non l'uniformité doit être le but afin de mettre en place une vraie démocratie.